Il y a plus de 40 ans, une femme, scientifique, militante écologiste, crée le mouvement Green Belt pour lutter contre la déforestation de sa région au Kenya. En 2004, cette femme reçoit le prix Nobel de la paix. C'est le premier prix Nobel jamais remis à une femme africaine. Cette femme s'appelle Wangari Maathai. Today, we are faced with a challenge that calls for a shift in our thinking so that humanity stops threatening its life support system. 15 ans plus tard, plus de 35 millions d'arbres ont été plantés sur le continent et Wangari Maathai continue d'inspirer toute une nouvelle génération de femmes qui s'engagent dans la science ou la protection de l'environnement comme celle de sa région. C'était une femme exceptionnelle. On m'a donné son prénom, on m'a appelée Wangari. Elle est mon modèle. Aujourd'hui, on trouve de dignes héritières de Wangari Maathai un peu partout sur le continent. Des pionnières qui tracent de nouvelles voies. Dynamiques et entreprenantes, les femmes scientifiques africaines sont le nouveau visage d'une Afrique moderne qui participe au grand bouleversement de nos sociétés. Mais dans cet univers concurrentiel, elles restent encore sous-représentées. Nous avons suivi 3 d'entre elles, respectivement spécialistes en nanochimie, biologie moléculaire et astrophysique. Les étudiantes ne poursuivent pas leurs études car elles n'ont pas eu de modèle. Alors je vais créer une bourse pour que les Européens viennent étudier ici, pour avoir un changement de paradigme. Être né au Congo n'est pas un handicap. Pour moi, je considère que c'est une chance parce qu'il y a tellement à construire. On a encore la chance, voyez-vous, dans notre pays de pouvoir dire « je suis où je veux, je peux être la première ». Et ça, c'est fantastique. Qui sont ces femmes? Quels obstacles ont-elles dû surmonter pour arriver au sommet de leur art? Quel impact ont-elles sur leur communauté? Sauront-elles trouver des solutions concrètes aux défis majeurs du XXIe siècle? Et si le Einstein de demain était une femme africaine? Environ 40% de la population d'Afrique subsaharienne n'a pas accès à l'eau potable, soit 400 millions d'habitants. Plus de 70 à 80% des maladies en Afrique sont liées à la mauvaise qualité de l'eau. À l'université de Rhodes, en Afrique du Sud, une chimiste est bien décidée à éradiquer ce fléau. Avec un groupe d'élèves, la professeure Tebelo Nyokong travaille sur une membrane écologique filtrant l'eau des rivières. Une petite révolution. J'y ai vécu longtemps, à Paris. Je courais partout. Aujourd'hui, l'objectif de l'équipe de recherche est de prélever de l'eau du ruisseau située en contrebas du laboratoire. Regardez si vous. Elle y va direct. Fais bien attention. It's doable from here. Let's see whether she can go. I think we. So we'll just scoop some. On va juste prélever un peu d'eau de ce ruisseau. Ici, on trouve un mélange de bactéries de toutes les sortes. Puis on va les traiter. Les élèves vont ensuite utiliser l'eau collectée pour tester l'effet anti-pollution de leur projet de filtre, sous l'œil bienveillant de leur professeur. Je veux qu'ils restent eux-mêmes. Je ne suis que leur guide. Je les encourage à penser par eux-mêmes. Ce sont les dirigeants de demain, responsables de leurs choix. Il faut qu'ils pensent par eux-mêmes, qu'ils pensent avec logique. Mes étudiants me tiennent vraiment à cœur. Passionnée, déterminée, créative, la professeure Nyokong, lauréate de nombreux prix à travers le monde, est reconnue pour ses recherches innovantes en thérapie photodynamique associée à la chimie.
Pourquoi j'ai choisi de faire de la chimie? C'est une longue histoire. Je n'avais que l'embarras du choix. Mais les enseignants ont un rôle qu'ils ne soupçonnent même pas. J'appréciais mon professeur. Est-ce si grave? J'aimais sa manière d'enseigner. Et j'aimais la manière dont la chimie m'incitait à repousser mes limites. J'aime relever les défis. J'ai aussi fait des mathématiques à l'université, aussi à un haut niveau. J'aime stimuler mon cerveau pour qu'il ne rouille pas. Après des études brillantes à l'étranger et malgré de nombreuses propositions de postes très convoités, la professeure Tebelo Nyokong est revenue en Afrique pour participer au développement du continent. Aujourd'hui, ses connaissances attirent des élèves du monde entier qui viennent dans son laboratoire pour travailler avec elle. Sa force, allier recherche théorique innovante et finalités concrètes sur le terrain. Ces membranes seront alors incorporées dans un système de filtre portable. Ce filtre sera abordable pour tous. On pourra l'installer facilement un peu partout. Il sera assez petit pour qu'on puisse aller chercher de l'eau à la rivière, la purifier sur place et la boire directement. Un brevet qui pourrait changer la vie de millions de personnes, mais qui risque de prendre encore quelques années avant de voir le jour, et qui viendrait compléter le nombre déjà impressionnant de brevets qui sortent de l'université de Rhodes et de prix internationaux que reçoit la professeure Tebelo pour ses travaux. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, ce sont les graphènes. J'ai essayé juste de les purifier. Et là, ce sont les nitrogènes? Non. Je réalise que la recherche et le fait de pouvoir réfléchir par moi-même, d'être continuellement créative, de réfléchir, de sortir des chemins battus, c'est ce qui me plaît le plus, plutôt que de devoir répéter la même tâche du lundi au vendredi. Lorsque l'on enseigne aux autres, on apprend en fait soi-même. On réalise l'étendue de son savoir, mais honnêtement, j'apprends aussi de mes étudiants. C'est pour ça que je refuse de m'approprier les éloges. J'apprends aussi d'eux continuellement. Je ne suis pas celle qui leur donne des idées, c'est eux qui me les donnent. Et j'apprends. C'est moi qui reçois aussi les prix. Ma prof Tebelo est une personne qui m'apporte plus l'inspiration. Quand je vois une femme atteindre de tels niveaux dans la science, ça encourage, puisque j'ai toujours eu cette envie aussi de devenir une grande femme en sciences. Sa personnalité hors du commun, mais aussi son engagement pour la cause des femmes, rendent la professeure Tebelo Nyokong unique. Elle bouscule les codes, change les mentalités dans le monde très fermé de la science. En ce qui concerne les femmes et la science, j'aimerais séparer les deux concepts. Parce que le nombre de femmes a bien augmenté dans le domaine de la biologie. Elles sont même en majorité dans les postes de direction. Même en chimie, au sein de mes équipes, il y a presque plus de femmes que d'hommes. Mais on sait que les femmes se retrouvent vite à fonder une famille. Elles doivent prendre du temps pour la maternité. Ce sont là les challenges auxquels nous devons faire face. Ce goût des défis remonte à son enfance, au cœur d'un pays montagneux, enclavé en Afrique du Sud, le Lesotho. Ce bout de terre perdu où elle a grandi et où tout a commencé. J'ai grandi au Lesotho et dans la région d'où je viens, dans la partie rurale de Lesotho, traditionnellement, ce sont les garçons qui gardent les moutons. Mais si les familles n'ont pas de garçons, ce sont les filles qui s'y collent. C'est comme ça, dans beaucoup de familles rurales du Lesotho, là où j'ai grandi. Alors un jour sur deux, on avait école dans l'église, et l'autre jour, on gardait les moutons. Parfois, quand on les gardait, il y avait aussi des garçons. De toute façon, je ne crois pas qu'à cet âge-là, on se voit comme une fille plutôt qu'un garçon. Mais avec le recul, je réalise que cette expérience m'a permis de ne jamais me mettre de barrière du fait que j'étais une femme. De toute façon, je fais toujours exactement la même chose que les garçons.
Je suis devenue scientifique juste en passant du temps dans les champs, en faisant le tri entre les aliments dangereux et ce que l'on pouvait manger. La science, c'est comprendre qui nous sommes, comprendre nos corps, notre environnement, et ensuite y apporter des améliorations. La professeure Tebelo Nyokong a consacré sa carrière au développement de colorants permettant de détecter des agents polluants dans l'eau. Cette innovation scientifique pourrait s'avérer révolutionnaire pour la médecine et l'environnement. C'est son ambition, et ceci grâce à l'action activant de rayons laser. On peut l'utiliser comme backup ? Quand il y a des problèmes, ça met un moment à être fixé. Je ne sais pas. C'est une Rolls-Royce, cette machine. Le meilleur des lasers. Notre professeur est connu dans le monde entier pour ses recherches qui sont fascinantes. Je me suis particulièrement intéressée à ses recherches sur l'eau. C'est dans ce contexte que j'utilise des lasers dans mon travail, pour l'élimination des polluants de l'eau, des polluants industriels, ainsi que des bactéries que l'on retrouve dans l'eau des ruisseaux. Elle a été partout dans le monde. Dis-leur où exactement. Au Japon, au Mexique et au Canada. Au Japon, on a appris à créer les catalyses, dont je vous parlais pour les colorants. Au Canada, c'était des supports pour les colorants. C'est-à-dire trouver des matériaux pour renforcer l'effet des colorants, mais aussi les catalyses en général. Quand on en a les moyens, l'Afrique du Sud met en place des accords bilatéraux. Ici, c'est un accord trilatéral. Il y a des échanges d'étudiants entre les différentes universités. J'ai des accords avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, le Japon, la Chine, la Russie, de nombreuses universités, le Canada maintenant, le Kenya, pour que les étudiants puissent passer du temps dans d'autres laboratoires. J'aurais adoré avoir cela quand j'étais jeune. Passionnée par son travail, la professeure Tebelo Nyokong sait aussi sortir de son laboratoire pour faire partager la beauté de son pays. Nous l'accompagnons à Ado Park, une réserve d'éléphants à côté de l'université où elle fait découvrir la nature à ses élèves. Celui-là, il est âgé, non ? Voyons voir combien il pèse. Avant, ils marquaient leur poids ici. Ils le marquaient bien, non ? Ils ne mangent que de l'herbe et pourtant ils sont obèses. C'est une leçon à retenir. Ne faites jamais un régime à base d'herbe. En tout cas, c'est ce que je me dis. C'est très important que les gens comprennent que notre science est aussi performante qu'ailleurs. C'est important pour nos étudiants de ne pas se dire que les choses sont mieux ailleurs. Nous avons beaucoup de bourses pour que les étudiants aillent en Europe ou dans le reste du monde. Eh bien moi, je vais créer une bourse pour que les Européens viennent étudier ici, pour qu'il y ait un changement de paradigme. Cela devrait fonctionner dans les deux sens. Mes collaborateurs sont partout dans le monde. C'est toute une manière de penser qu'il faut revoir. Grâce à ses multiples talents, le laboratoire de l'Université de Rhodes est à la pointe de la technologie. Mais ce genre d'installation qui demande des partenariats internationaux reste encore très rare en Afrique. Au Congo, nous avons rendez-vous avec une autre femme de science qui s'attaque quotidiennement aux maladies infectieuses. Au moins 4000 personnes en République du Congo ont été touchées par l'épidémie de chikungunya dans le sud du pays. Les autorités sanitaires appellent la population à prendre des mesures préventives, y compris l'utilisation de moustiquaires. Les premiers cas de cette épidémie ont été détectés en janvier dans la ville côtière de Pointe-Noire par l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Depuis lors, les autorités congolaises suivent l'évolution de la maladie. Tout comme le professeur Nyokong, la professeure Francine Toumi, après des études très brillantes à l'étranger, est revenue dans son pays pour fonder le seul laboratoire médical du Congo il y a plus de 20 ans. Pour continuer à collecter des données, établir une cartographie des maladies infectieuses, la professeure n'hésite pas. Malgré les risques, elle se rend sur place dans les zones les plus infectées. Allons ensemble. Vraiment.
Bonjour la sage. Nous allons commencer par là. Et puis nous avons aussi une femme enceinte et les enfants, les malades de chikungunya. Oh mon Dieu. Oh là là. Et donc là, ce sont deux femmes enceintes. Oui, ce sont 2 femmes enceintes. L'autre là-bas, elle a 26 semaines d'aménorrhée. L'autre, elle a 24 semaines d'aménorrhée. Elles sont arrivées ce matin. Mais l'autre a récidivé parce qu'elle est avec nous depuis février. Oh, tu assistes ta maman? Oui, hein? Hein? Tu as quel âge? Tu as quel âge? 12 ans. Ah, tu es déjà responsable. Hein? Oh là là, c'est toi qui as accompagné maman? Donc, il n'y a pas que la douleur articulaire, mais il y a la douleur aussi lombo-pelvienne qui s'installe. Et là, on casse les contractions, on applique le protocole du chikungunya et celui du paludisme. Ok. Vous êtes entre de bonnes mains. Là, je vois vraiment... La recherche que nous conduisons est faite pour la population, pour cette population, donc qui est soumise à différents virus et parasites. Et ici, on le voit très bien quand on regarde cette végétation dense et tous les insectes et animaux qui y vivent proches de l'homme. Donc, on comprend alors combien il est important d'avoir des prélèvements, aussi bien des patients, mais aussi avoir des insectes collectés et des prélèvements des animaux, des rongeurs, afin de faire le lien justement entre les infections que l'on trouve chez l'animal et ce que l'on retrouve chez l'homme, s'il y a transmission ou pas. Donc c'est fondamental d'être ici. Et c'est là que tout se joue. La professeure Toumi est bien plus qu'une scientifique de renom. C'est une visionnaire. Elle a cofondé le projet Pandora, qui met en place un large réseau de collaborations scientifiques internationales en donnant la part belle aux médecins du continent. La vocation est venue en fait au moment du post-doctorat. J'ai aimé évidemment cette période où là j'ai appris à me poser des questions et à essayer de comprendre le pourquoi des choses, que rien n'est donné en science et qu'il y a une réponse appelle une autre question. Et donc là j'ai appris les règles du jeu, on va dire. Mais tout n'a pas toujours été facile. La professeure Francine Toumi a dû lutter entre tradition et préjugés dans un pays où les rôles sont encore clairement divisés. Elle nous confie dans sa famille qui l'a toujours soutenue. Joyeuse fête de Pâques. Merci. Il faut mettre au four. C'est quand on mange d'où et ça fout, c'est ça. Donc il faut fermer. Ok. Alors moi, j'aime bien le couscous. C'était l'aîné. Parce que j'ai eu 6 enfants et l'aîné, c'est Francine, suivie de 5 garçons. Et elle apprenait à lire à ses frères et tout, très gentille, très calme. En tout cas, c'était une fille très calme, très poussée. C'est une fille de caractère. Ah oui, elle a su s'imposer jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Ça, c'est un exemple à suivre. C'est vrai, on ne voyait que des scientifiques, des hommes et tout, mais jamais des femmes. Mais ce mythe est cassé maintenant. Mais ce mythe est cassé. Maintenant, c'est normal de voir des femmes faire ce que font les hommes. Ce que je dis aux jeunes filles, c'est qu'il ne faut pas avoir de limite dans le rêve. Il faut tout se permettre dans le rêve. Et je leur dis surtout, vous n'allez peut-être pas l'atteindre, mais au moins vous avez une direction, une ligne, un but. Et ensuite, je leur dis que la ligne, pour atteindre ce but, le chemin va être difficile. C'est pas vrai. Dire que c'est facile, ce n'est pas vrai. Mais il faut croire dans son rêve et dans ses capacités. Et à ce moment-là, on y arrive. Et je leur dis, bon, ce ne sont pas que des mots, parce que moi, c'est ce qui m'a guidée. C'est par sa force de travail et ses convictions profondes que la professeure Toumi s'est imposée. Mais le contact avec les populations locales reste le cœur de son combat. Nous la retrouvons à Pointe-Noire. Il y avait eu des collectes comme Najmoul. Oui, même aujourd'hui. Non, pas avec Najmoul, mais avec Péco. Il est repassé ce matin aussi. Non, les collectes insectes, je pensais. On n'était plus arrivé ici. Voilà, les rongeurs et les insectes. Les insectes, on avait collecté pendant la première phase, la première mission. C'était envoyé au laboratoire national, c'est ça.
Et les enfants aussi perdent l'appétit. C'est la maman. Oh, madame, oh, les moustiques viennent faire bisous chez vous. Avec plaisir, on dirait. Mais la maman n'a pas, vous n'avez pas fait chikungunya. Non. Pas encore, ou bien vous avez déjà fait? Non, pas encore. Donc ça veut dire que vous les intéressez pas. Non, mais les gens, il y a des gens que les moustiques piquent plus que d'autres. Hein. On a un goût différent, hein. Une odeur un peu différente aussi. De plus en plus, effectivement, on voit les scientifiques africains prendre le leadership des grands consortiums. Bon, et en plus, je suis une femme, mais c'est très important parce que on ne peut pas appuyer seul, enfin pas seul, mais l'Africain connaît les besoins, ses besoins. Et donc, avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas aider quelqu'un contre sa volonté et n'importe comment. C'est préférable que celui qui a le besoin puisse organiser ce qu'on veut lui apporter. Donc ça, c'est un premier point. Donc le leadership scientifique africain devient de plus en plus important et nécessaire, pas qu'important, surtout nécessaire. Et nos collègues non africains le comprennent très bien. Par là, nous avons les solutés que nous n'avons pas encore installés. Qu'est-ce que vous donnez en antipalus? C'est par là. Et là également, c'est pour le paludisme. Tout ce qui part d'ici atterrit à la fin dans notre laboratoire et nous essayons de comprendre tout ce qu'il y a dans ce sang-là. Un grand merci. Nous aussi, on vous dit merci parce que sans ces prélèvements, on ne pourrait rien faire. Ces précieux prélèvements partent des zones infectées en direction du laboratoire de la Fondation congolaise de recherche médicale, située en plein cœur de la capitale. Mais à l'époque de la création de ce centre, la professeure Toumi s'était vue confrontée à un problème de taille, l'absence au Congo de laborantins qualifiés pour mener à bien les recherches qu'elle comptait entreprendre. Qu'à cela ne tienne, la professeure Toumi décide alors de s'investir dans la formation continue de techniciens de laboratoire capables de poursuivre sur le long terme ses travaux de recherche ambitieux. Après avoir ajouté de l'éthanol, vortexé, et puis appliquer avec précaution 630 microlitres. 630 microlitres. Alors vas-y. Ok. Tu ouvres bien tes tubes avant pour pas faire de gestes précipités. Oui. Je peux vous assurer que quand je faisais mon post-doctorat, jamais je n'avais pensé que j'aurais créé la fondation. Je n'avais pas du tout cette vision ou même l'idée. Mais à un moment, je me suis dit, ma place est au Congo, il faut que je rentre. Je n'ai pas de travail, mais je ne sais faire que de la recherche. C'est plus difficile, il n'y a pas... Alors j'ai dit, je vais créer l'instrument qui va me permettre de conduire de la recherche au Congo. Quand j'ai réfléchi, je me dis, mais c'était complètement fou et ambitieux, mon Dieu. Mais j'ai foncé et j'ai pris le leadership presque malgré moi, mais parce que, il fallait le faire et j'ai pas eu froid aux yeux. Alors, on commence par qui? Par toi. Donc, Brigitte, tu as combien d'échantillons là? 3 échantillons. Là, étiquetés 1, 2, 3. Ok. Oui. Donc, qui viennent de la surveillance dans la préparation en cas de cas arrivant de la RDC, parce qu'on a juste le fleuve qui nous sépare et on a eu très peur l'année dernière et donc on est en état de vigilance maximale. Et là, tu testes pour Ebola. L'Afrique centrale, il faut bien noter
que, comparé à toutes les régions en Afrique, c'est la région la moins dynamique scientifiquement. Et je viens de l'Afrique centrale. Et donc, quand on entend critiquer sa région tout le temps, bon, il y a un moment, on se dit, bon, ok, il y a des gens qui sont au Congo, c'est facile de leur dire de loin, faites. Peut-être qu'il y a des difficultés auxquelles je ne suis pas confrontée, que je ne connais pas, donc c'est un peu facile. Et à partir de là, je me suis tue et je me suis dit, je dois aller et je vais essayer de faire. Et après, on parlera, et après, on verra. Et c'est ce que j'ai fait avec la Fondation. Et voilà pourquoi maintenant, effectivement, je suis fière, parce que je sais qu'il est possible de conduire de la recherche de qualité au Congo. Depuis, la professeure Francine Toumi a fait du chemin. Elle est membre de la prestigieuse Académie africaine des sciences. Elle est présente dans des endroits où on trouve beaucoup d'hommes. Elle a mené une brillante carrière. Elle est respectée non seulement grâce à sa fondation dans son propre pays, mais aussi elle fait partie de nombreux comités dans plusieurs pays et organisations, dont la fondation Gates. Elle est une sommité en sciences sur tout le continent. Elle a gagné le Continental Prize en sciences, le prix Nobel africain, aussi appelé Kwame Nkrumah Continental Prize, ce qui montre bien qu'elle est aujourd'hui au sommet de son art. La professeure Toumi est bien consciente de la révolution digitale qui secoue le paysage africain. De fait, l'Afrique joue un rôle important dans la promotion de l'entreprise au féminin. Avec 27% de femmes entrepreneurs, l'Afrique est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin au monde. Nous la suivons au Salon des technologies de l'information et de l'innovation lors de la journée de la femme digitale. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ce sont des formations réservées exclusivement aux femmes. Ah, super. C'est des formations à courte durée, d'1 mois, 1 mois et demi, où nous recevons les femmes que nous formons gratuitement. Ah, ça c'est génial. Donc, je peux m'inscrire maintenant. Maintenant, mais il faut attendre 2020, parce que ça se passe entre février et mars 2020 pour célébrer le mois de la femme. Pourquoi pas? Ah, c'est que... Ah, mais ça c'est très bien, ça c'est... Bon, je continue. En tant que femme, scientifique et fierté nationale, c'est tout naturellement que la professeure est invitée à participer au débat. Alors, en ce qui concerne la recherche biomédicale, nous sommes actuellement, effectivement, comme l'a dit M. Nkou, nous faisons face à une révolution avec ces nouvelles technologies innovantes. Déjà dans l'amélioration et la qualité des données collectées, des données cliniques, des données épidémiologiques, puisqu'il y a un lien entre les maladies, je travaille sur les maladies infectieuses, mais les maladies infectieuses et l'environnement. Donc cette meilleure collecte des données et gestion des données permet d'anticiper, de modéliser. Je viens vous embrasser déjà parce que je vous suis depuis longtemps et j'admire beaucoup le travail que vous faites. Dans notre hub, on accompagne des idées de création d'entreprises innovantes. Donc on leur offre un espace de travail, des formations, du mentoring et du coaching pour permettre à ces idées de voir le jour et de solutionner des problèmes à Kinshasa, mais en apportant avec comme appui l'innovation en fait, ou la technologie. La barrière pour les startups, pour le numérique aujourd'hui sur des pays comme la RDC, c'est que l'accès à Internet reste pas forcément toujours fiable partout, mais surtout il est très cher. Leur start-up, Ojia, s'attaque aux problèmes d'insécurité dans les transports de Kinshasa, notamment pour les femmes. C'est vraiment une plateforme qui va permettre à tous, soit grâce à de la data mais optimisée ou à des SMS, de pouvoir vérifier son taxi toute la journée. On a remarqué qu'il y a une sous-représentation des femmes dans le secteur du numérique et donc nous on voudrait se porter à initier le jeune fille, à les intéresser, les former pour qu'elles deviennent actrices dans le secteur du numérique. Et donc aujourd'hui c'est Kinshasa, demain ce sera Douala, après-demain ce sera peut-être même une ville au Venezuela. On est sollicité pour lancer en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc du coup c'est l'innovation africaine mais qui s'exporte à l'étranger.
Depuis quelques années, de grandes multinationales ont choisi Nairobi pour s'implanter sur le continent. Des entreprises de nouvelles technologies qui pèsent près d'$1 milliard, soit 2,5% du PIB du Kenya, le plus élevé du continent. Nous rencontrons Yvonne Bourou, scientifique, femme d'entreprise, membre du Next Einstein Forum, qui nous parle de la Silicon Savannah, le lieu de toutes les innovations qui veut concurrencer la Silicon Valley américaine. On appelle le Kenya le Silicon Savannah, puisqu'on est dans la savane, bien entendu, et puis aussi parce que c'est un vrai innovation hub en Afrique de l'Est. Ce qui fait en fait qu'il y a une mine de savoir dans la région qui a des effets multiplicateurs pour les pays qui sont autour de nous. Si on est devenu comme ça, c'est pas parce qu'un jour on était les plus intelligents du monde, c'est qu'il y a eu dès le départ un investissement dans l'éducation. Et donc je pense que ces investissements dans l'éducation de base étaient très importants pour faire émerger cet écosystème de technologie et innovation dans ce pays et puis dans la région également. De grandes entreprises internationales et des fondations de renom ont compris depuis longtemps le rôle qu'ont à jouer les femmes scientifiques dans le dynamisme du continent. À Nairobi, pour la première fois, les doctorantes et post-doctorantes les plus prometteuses sont réunies pour le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes en sciences, qui vise à les encourager dans leurs recherches et le dépassement des difficultés qu'elles rencontrent en tant que minorité. L'occasion pour elles d'échanger sur les obstacles qu'elles ont dû surmonter, mais aussi sur les opportunités qu'une carrière scientifique leur offre. Ce genre d'initiative permet d'encourager et de soutenir les femmes, et tout particulièrement en Afrique. Encore aujourd'hui, les femmes en Afrique sont maintenues dans l'ombre. Nous sommes censés rester à la cuisine, nous sommes censés nous marier, nous n'avons pas de temps à consacrer à une carrière. J'ai étudié la chimie puis la physique. C'est en me réorientant en physique que j'ai compris que j'entrais dans un univers d'hommes. Peu de femmes s'y aventurent. J'ai trouvé qu'en tant que femme, il faut se battre pour se faire reconnaître, il faut se battre pour se faire entendre. Quand on regarde les statistiques, on voit bien qu'il y a un plus petit pourcentage de femmes que d'hommes. Et il semblerait qu'elles ne tentent même pas d'y rentrer. Mais dès l'école primaire, elles se disent que cela va être dur, que c'est réservé aux hommes. Cette notion est là dès le départ. Je pense que les sciences ont besoin de sang neuf. Nous avons une grande disparité hommes-femmes, surtout en physique. Et je pense que plus nous réunissons des cerveaux différents, plus le groupe devient créatif. Être une femme en sciences est une trajectoire passionnante, car on se retrouve en minorité et cela offre l'opportunité de laisser sa marque, devenir un modèle pour que les autres voient que oui, c'est possible de poursuivre cette route. Et je veux montrer aux autres jeunes femmes que oui, vous pouvez le faire. Je pense que cela montre que vous n'avez pas peur de relever les défis. Cela veut dire que vous n'avez pas peur de ce que l'avenir vous réserve. Cela offre l'opportunité de faire des découvertes incroyables. Des découvertes qui peuvent avoir un impact positif sur la vie des gens. Partout, cette génération décomplexée prend le leadership, et ce dans des domaines où on les attend le moins. C'est le cas de Zara Randriamanakoto, astrophysicienne malgache, qui, du haut de ses 34 ans, a réussi à faire entrer son pays, Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde, dans le cercle très fermé de l'Union astronomique internationale. Basée au Cap, en Afrique du Sud où elle excelle, Zara revient régulièrement dans son pays pour accompagner des étudiants de l'université d'Antananarivo, où elle a fait ses études. L'idée pour installer un radiotélescope, c'est qu'il faut s'éloigner au maximum des interférences du réseau téléphonique, de toutes les interférences possibles, radio et télé. Nous accompagnons Zara sur le terrain. Ce radiotélescope, encore en construction, fera partie un jour du plus grand réseau de radiotélescopes du monde. C'est le défi qu'elle s'est lancé. C'est vraiment grand, n'est-ce pas ? La parabole est en cours de maintenance. Avant, elle était inclinée comme ça. Nous attendons avant de la déplacer encore. Nous l'avons mise en position d'inactivité. C'est bien d'être de retour.
Cela nous rappelle aussi qu'il y a encore beaucoup de travail qui nous attend en tant qu'étudiants. Parce que vous devez réaliser ce que vous voyez devant vous. D'ici la fin de votre thèse, si tout va bien, le radiotélescope devrait être converti et vous devriez pouvoir y effectuer vos propres recherches. Quand je reviens ici, je me sens fière de faire partie d'un projet d'une telle envergure. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'opportunité de faire partie d'un tel projet, surtout vu d'où je viens. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais sur l'avant-scène d'un tel projet et que je guiderais à mon tour des étudiants à se surpasser et à faire partie d'une telle équipe. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un amas stellaire ? J'aimerais juste savoir, quand est-ce que cela s'appelle amas stellaire et quand est-ce que cela s'appelle galaxie ? Les galaxies ? Alors, il y a 3 choses distinctes. Les étoiles, les amas stellaires et les galaxies. Les étoiles ou les amas stellaires sont quasiment toujours encastrées dans des galaxies. Mais bien sûr, il y a des étoiles et des amas stellaires qui se situent hors des galaxies. De chacune de ces galaxies, on extrait les amas stellaires pour mesurer leur luminosité, leur brillance. Et nous essayons d'en déduire leur masse. Quelle masse font ces amas stellaires, mais aussi approximativement quel est leur âge. C'est un nouveau type d'amas stellaire découvert il y a seulement 20 ans. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent encore sans réponse. Alors si on comprend les amas stellaires globulaires, on en saura plus sur l'univers. L'astronomie à Madagascar pourrait être considérée comme un luxe, comme dans beaucoup de pays africains. Simplement parce qu'il y a tellement de problèmes de base à résoudre, comme les problèmes de santé, ce que l'on va manger demain. À Madagascar, beaucoup de personnes vivent avec moins de $2 par jour. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient à ce qui se passe dans le ciel alors qu'ils n'ont rien dans leur assiette ? Mais on doit aborder l'astronomie comme un projet sur le long terme. Parce qu'en s'impliquant dans le domaine de l'astronomie, un pays investit sur 10, 20 ans dans des infrastructures. Des transferts de data seront nécessaires, ce qui s'accompagne de connexions Internet qui, à terme, pourront être utilisées dans le secteur de la communication. Quand je suis ici, cela conforte mon envie de revenir un jour pour travailler à l'observatoire, dans la salle de contrôle, et de faire bouger le plus grand télescope de Madagascar. C'est l'un de mes rêves. Zara profite de l'occasion pour rendre visite à son ancien professeur de physique qui l'a aidé à démarrer sa carrière à l'international. Un pas important, mais qui n'a pas été des plus évidents, d'autant qu'à l'époque, l'anglais n'était pas encore devenu sa langue de prédilection. Ça fait raviver les mauvais souvenirs. Quel mauvais souvenir. Lorsque vous m'avez fait pleurer dans ce bureau à cause de cette langue-là. Oui, parce qu'il fallait qu'on fasse le test. Tu avais le niveau intermédiaire. Donc j'avais dit, tu as le niveau intermédiaire, il faut que tu t'appliques pour ton anglais parce que c'est important. Tu ne pourras pas travailler en Afrique du Sud que... J'adhère. Ouais. C'est indispensable même. Et comme tu m'avais dit, moi je vais m'appliquer
tu as pleuré. Donc, j'ai quand même donné la lettre de motivation et tu as été recrutée. Je ne vous aimais pas beaucoup, hein? En ce moment où l'approche genre est prisée par tout le monde, je pense que c'est bien de savoir qu'il y a des femmes qui peuvent faire ce que les hommes peuvent faire. Donc c'est ce que Zahra a montré en essayant d'être excellente en astronomie. Et pour être excellente, elle est vraiment excellente. Je suis fier d'elle. Merci beaucoup. Ça me touche venant de quelqu'un que j'ai vraiment été... What is my thought? J'étais vraiment effrayée de voir avoir ce genre d'éloge. Ça me touche et me pousse à faire de mon mieux, briser les barrières et upscale. Zahra continue de briser les barrières et veut en finir avec les préjugés encore bien ancrés sur le continent. Quand j'ai du temps libre, j'aime aussi partager mon expérience avec des jeunes femmes de mon pays. C'est pour cela que j'ai créé mon association ICALA STEM. ICALA, c'est un mot qui désigne les femmes, et STEM veut dire sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Tout débute par la curiosité et puis vient la passion. D'autre part, les accomplissements de nombreuses illustres femmes scientifiques et leurs contributions doivent inspirer la jeune génération. Cette idée m'est venue en quittant mon pays. Quand je suis allée étudier à l'étranger, je me suis sentie perdue car je n'avais aucun modèle avant moi. Et je voudrais offrir cela. Je voulais les inspirer grâce à une association comme ICALA STEM à repousser leurs limites, qu'elles peuvent réussir ce qu'elles désirent du moment qu'elles en rêvent. Zahra a su transmettre sa passion pour l'astronomie et pour les droits des femmes. Quand elle rentre au pays, elle rend aussi visite à ses parents dont elle est la fierté. Bonjour maman. Ah bonjour Zahra, bienvenue. Qu'est-ce que tu viens faire? Je vais au collège y tenir une séance de sensibilisation sur la science auprès des élèves. Je vais au collège et je vais y tenir une séance. Et les élèves vont être nombreux? Ce seront uniquement ceux de la classe de seconde. Ceux qui sont dans la série scientifique? Les élèves de la classe de seconde sont encore en tronc commun. C'est seulement en première qu'ils seront répartis en série C ou en série A. Papa, tu ne veux pas boire de l'eau? Maman, tu n'en veux pas? Au primaire, surtout en classe de 9e, elle a eu la moyenne de 19,5 sur 20. L'année scolaire vient, on achète des fournitures et elle prend les nouveaux cahiers. Elle ramasse toujours les stylos. Quand le stylo est terminé, elle garde, elle ramasse. Nous sommes fiers d'avoir ça, car elle est un peu timide lors de son enfance. Mais maintenant, c'est tout à fait différent. Pour Zahra, l'éducation et l'école sont essentielles pour trouver sa voie. Tu te souviens lorsque mes parents doivent venir parce que j'étais un peu...
Sans les institutrices, c'est la base. L'éducation, c'est la base. Et je crois vraiment que grâce à tous les enseignants, à partir de la classe de 12e, qui a façonné ma façon de raisonner et tout que j'utilise et que pour le bien de mon travail. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes les fois que je viens à Madagascar, je fais une petite sensibilisation, mais surtout avec la classe de seconde et première, parce que c'est la classe où tout se joue. Est-ce qu'elle va devenir scientifique ou littéraire? Et des fois, c'est un manque de confiance pour faire la décision. Et c'est là que la sensibilisation est importante. Plus on enseigne, plus on transmet et plus on devient un expert dans son propre domaine. Et c'est ce que tout le monde devrait retenir. Cela ne suffit pas d'apprendre si on le garde pour soi. Allez à la rencontre des gens qui ont soif de savoir. Il y en a beaucoup. On y va, on monte une équipe. Il y a tellement de personnes passionnées. Il suffit de les identifier, chercher un objectif ensemble et une vision commune pour avoir un impact sur votre communauté. La motivation de Zahra est d'abord celle du cœur. Elle est fière d'être malgache. Aujourd'hui, elle veut redonner ce qu'elle a reçu. En grandissant à Madagascar, je me souviens qu'enfant, j'écrivais mon propre dictionnaire. Il n'y en avait pas chez nous. Seul mon grand-père en avait un, mais lui s'en servait pour jouer au Scrabble. Alors, il le gardait constamment avec lui. Mais je voulais vraiment apprendre le français, alors je lui empruntais. Mais il finissait par me crier dessus. « J'en ai besoin !» Alors je me suis mise à le recopier pour avoir mon propre dictionnaire. Et j'ai pris un simple morceau de papier et j'ai commencé par A, B, C. Je ne l'ai jamais fini, mais je voulais vraiment avoir mon propre dictionnaire. Avez-vous déjà regardé la lune le soir? Qu'est-ce que vous reconnaissez? Ok, donc le soleil qui se lève ici. Et quoi d'autre? Il semble vraiment rouge. Quand c'est le matin, de quel côté se lève le soleil? À l'est. Et de quel côté est-ce qu'il se couche? À l'ouest. C'est important d'atteindre le plus de personnes possible, tout particulièrement dans ces endroits reculés à la campagne. Parce que si on arrive à faire comprendre à un enfant l'immensité de ce qu'il peut comprendre rien qu'en regardant le ciel, il ou elle pourra penser « D'accord, je vais m'y mettre et étudier sérieusement. » Et pas juste me réveiller le matin et aller à l'école parce que mes parents me le disent, mais avoir un but dans ce que je fais, même tout jeune. En 2018, Zahra a participé pour la première fois à un colloque organisé par la prestigieuse Union internationale de l'astronomie au nom de son pays. Madagascar rentrait officiellement dans le cercle très fermé des pays qui régissent le monde des étoiles et qui tentent de répondre aux questions des lois de l'univers. Quand on pense à l'univers, nous sommes de toutes petites personnes, ce qui met tout en perspective et nous pousse à nous sentir humbles.
C'est ça le monde de l'astronomie. Il reste encore tellement de choses à étudier. Juste ce petit morceau de ciel contient des milliers d'étoiles, des centaines de galaxies qui rentrent en collision à des années-lumière d'ici. Alors les questions sont infinies. Nous avons juste besoin de plus de chercheurs pour nous aider à comprendre les mystères de l'univers. Il reste encore tellement à découvrir. Oui, il reste encore tellement à découvrir et tellement à faire sur notre planète. Aujourd'hui, l'Afrique devient un générateur de savoir, d'innovation, de créativité. Le modèle de développement fondé sur le savoir constitue un nouveau territoire. Le fait d'avoir une population jeune, créative, qualifiée et éduquée, où les femmes conquièrent leur place dans la science, peut conduire à une transformation du continent à grande échelle. Et si le nouvel Einstein était bel et bien une femme africaine? L'avenir nous le dira.